Émile Bergerat, Les bottes de 28 km, suivi de Cendrillon en automobile, tiré des contes de Caliban, les contes féeriques et rustiques. Les bottes de 28 km. À Octave Mirbeau. Mon cher Mirbeau, crois-tu aux rêves, je veux dire à leur sens métaphysique? En voici un que j'ai eu la nuit dernière, et dont tu me donneras la clé sans doute, car tu en es, sinon l'objet, du moins la cause. Je venais de lire ton petit dernier, la 628E8, et comme tout le monde, je m'étais laissé entraîner par cette verve belliqueuse, qui te signe grand tapin des combats de l'idée moderne. Mais sous ces espèces nouvelles de chauffeurs d'auto philosophiques, vêtus d'ours et casquettes en scaphandrier de l'espace, tu m'inspirais une jalousie que notre vieille amitié même ne suffisait pas à calmer. Je n'en dormais plus de ta 60 à l'heure. Enfin, il m'en fallait une, sous peine d'en perdre mes esprits animaux, et ça, tu sais, c'est la camisole de force. Je vendis tout et j'engageai le reste. Elle valait 32 000 francs, prix d'artiste. Je ne la marchandais même pas. Je l'eus dédaigneux des contingences. Voici, dis-je au génial fabricant, il me la faut vertigineuse. Mirbeau m'embête. Est-elle vertigineuse? Garantie pour course à la mort, fut la réponse. Ce n'est pas assez. Puis-je dedans monter au Brocken comme Faust en 10 minutes pendant une nuit de Walpurgis? Avec ou sans Méphistophélès, au choix. Top donc. Et je partis. Bon courage, poète, me cria-t-il. Et c'était le mot juste, mais j'étais déjà au diable, sans savoir où j'allais, bien entendu. On va. Le spasme est là, à dire d'experts quand ils avouent. Je ne menais encore que le train où les poules échappent, et je sortais à peine de l'enceinte quand, d'un coup d'œil, j'embrassais comme au vol la silhouette fugitive d'un homme gigantesque qui, sur le banc de l'octroi, cirait ses bottes. Vue banale assurément, si cet homme ne m'eût lancé un regard oblique que l'érubescence de ses paupières enflammées me fit attribuer à mauvais présage. Il me parut aussi que les bottes qu'il cirait étaient énormes, antiques, et assez pareilles à celles des postillons de berline, qui, maintenus par leur poids en équilibre, dormaient à cheval et debout d'un relais de poste à l'autre. Et comme la route s'ouvrait, large, aérienne, aimantée, j'accélérai ma vertigineuse. Or, je n'avais dévoré que 12 kilomètres environ, quand l'homme aux bottes passa, jambes ouvertes, par-dessus ma tête, en l'air, et s'effaça sous l'horizon. Avais-je la fièvre, cette fièvre propre au sport de la vitesse? Non, mon pouls donnait la normale. Alors, quel était ce gymnasiarque qui bondissait ainsi, léger, dans pareilles bottes, sur une voiture à demi déchaînée? Un nuage caricatural, sans doute, formé et emporté par le vent. Mais, fait étrange, à 16 kilomètres plus outre, il se dressait, perché sur une borne militaire, d'où, pour inspecter la profondeur d'un bois où s'enfonçait la route, il dardait son regard rouge. Impossible de douter, au reniflement de ses narines pileuses, comme à la bave de sa langue pendante, qu'il ne flaira quelque proie dans la forêt, et pour l'atteindre, je multipliai mes voltes. Il ouvrit le compas de ses guiboles, et, prit, disparut par-delà les cimes. Plein de foi dans la voiture invincible qui me portait comme Élie son manteau prophétique, je la précipitai dans l'ombre verte des chênes, à la poursuite de l'homme aux bottes ailées. Il ne sera pas dit, me jurai-je, que la science, et quelle science, mon cher Octave, celle même qui réduit la distance à une hypothèse, le cédera je ne sais quelle vision fantomatique dont le mirage ne relève que du conte. Nous allons voir si des bottes, de simples bottes archaïques, l'emportent sur une machine à 32 000 francs, garantie méphistophélesque, et signée d'un mécanicien auprès duquel Archimède et Vaucanson ne sont que des constructeurs de polichinelles. Et je la lançai à une telle allure qu'elle faillit, dans une clairière, écraser un petit garçon tenant 2 fillettes par la main, et qui, d'après ma notion des choses, y cueillait des violettes pour la fête de la mère Loi. Comme je m'étais arrêté net, ainsi que l'on s'arrête quand on débute,
l'enfant me pria de le prendre, lui et ses sœurs, dans la vertigineuse, pour le sauver d'un méchant homme qui voulait les boulotter tout crus, et sans sel ni poivre, riait-il. Je les empilai donc en un petit tas au fond de la voiture, et je repartis à 70 à l'heure. Le puérophage m'attendait à l'orée du bois. « Oumph, oumph » renacla-t-il. « Ça sent la chair fraîche dans ta roulante. » Il fallait fuir. On ne badine pas avec les ogres. La course commença, course terrible qui, dans mon songe, mettait aux prises l'idéal et le réel, ou, si tu le préfères, le vieux jeu avec le nouveau. N'oublie pas que mon fabricant m'avait jeté dûment l'injure trop méritée de poète. Quel que fût le développement de la vitesse sans limite de ma vertigineuse voiture de course à la mort, elle était inférieure à celle où, grâce à ses bottes, le polyphème des gosses pouvait parvenir, puisqu'il n'avait qu'à écarter les genoux pour faire 7 lieues d'un empan. J'étais donc sûr de succomber, comme la raison succombe à la folie, lorsque le garçonnet me fit observer que cette mesure de 28 kilomètres était fatale, et que l'ennemi ne pouvait ni l'augmenter ni la réduire. C'est 7 lieues toujours, et ni plus ni moins. Donc, tu n'as qu'à tantôt ralentir et tantôt activer la machine pour rester en deçà ou en delà du pas magique. Ainsi parla le malicieux petit poucet, et je crus, à l'ouïr, entendre le jeune David auner la trajectoire de sa fronde au front de Goliath. Et voici qu'à son conseil, la main sur une route docile et sensible comme un ressort de montre, je précédais ou suivais, l'esquivant toujours, le polyphème retombant une lieue trop près ou trop loin. Nous arrivions ainsi, en cette chasse fantastique, à je ne sais quelle région dénudée et sablonneuse, semée d'ajoncs fleuris d'or, au travers desquels la mer bleuissait. À son bruit familier à mes oreilles, et comparable à une grande toile qu'on déchire, je jugeais que nous n'étions qu'à 2 lieues environ de son gouffre, et j'allais serrer les freins de la vertigineuse pour ne pas y choir, quand l'enfant me cria « Va donc, lâche tout, il est perdu !» Et l'ogre, imbécile en effet, de son enjambée géométrique, s'écarquilla et s'en alla tomber dans les eaux jaillissantes. Notre élan, d'ailleurs, à nous-mêmes, était tel que nous ne stoppâmes que dans les premiers flots. Croirais-tu, mon cher Mirbeau, que notre coquin de puérophage nageait comme Neptune lui-même? Pour aborder un rocher formant îlot, où il pensait se tirer d'affaire, il avait retiré ses bottes, qui, toutes flottantes, vinrent échouer sur le rivage. En vérité, c'est un étrange rêve. Mon petit homme pouce, fou de joie de voir ainsi onduler les bottes comme des algues déracinées, s'était élancé de la voiture, et, suivi de ses 2 sœurettes, qui n'avaient pas lâché leur bouquet de violettes, il courut les repêcher sur la grève. Puis il les chaussa. Je t'ai dit qu'elles étaient immenses. Mais elles s'étrécirent à la mesure de ses pieds d'enfant. Polyphème hurlait sur son îlot. Et lorsque les bottes furent chaussées, le gai petit voleur prit sous chaque bras l'une et l'autre des bouquetières, la brune à gauche, la blonde à droite. Il fit un pas de 28 kilomètres et s'enfuit l'ingrat chez la mère Loa. Je mis, comme tu penses, pour le rattraper sur les chemins, la vertigineuse à l'allure de la course à la mort. Mais je ne sais pas où elle demeure, hélas, la mère Loa. Et je me suis réveillé. Es-tu ferré en oniromancie? Qu'est-ce que cela veut dire, ce songe-là? Peut-être ceci, que les poètes sont pour quelque chose dans l'invention du spasme de la vitesse, et que le bon Perrault réclame. Fais-tu 7 lieues à la seconde sur ta 628 E8? Il y a des bottes qui les font, de vieilles bottes, mon cher Octave. Cendrillon en automobile. Décidément, c'est une série, mais je commence à être inquiet. Il doit y avoir, quelque part, un fabricant d'auto qui m'hypnotise, car enfin, je ne suis pas professionnel et n'ai point, par conséquent, l'idée fixe. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je viens de raconter mon songe des bottes de 7 lieues,
et comment, pendant un temps énorme qui n'a peut-être duré qu'une seconde, je me suis dérobé à la poursuite de l'ogre puérophage grâce à une électrique prodigieuse et de marque bien française, appelée la vertigineuse. Eh bien, la nuit dernière, elle est revenue me hanter. Pourtant, j'étais rentré chez moi en omnibus, escargotiquement. Pendant le premier sommeil, ou, pour parler savamment, la période hypnagogique, car j'étudie mon cas, je me trouvais dans une espèce de gentilhommière, moitié castel, moitié ferme, comme on en voit encore en Bretagne. C'était à l'heure de la tombée du jour, qui s'éteignait sous les bois environnants, mais illuminait encore, embrasait même, une superbe route carrossable, droite comme une règle plate, amour des yeux, qui passait devant le seuil du logis. Dans la salle commune et centrale, ornée de vieux meubles ouvragés, bahuts, armoires, autochères, dressoirs, chapins, aux cuivreries miroitantes, s'ouvrait une vaste cheminée seigneuriale, au manteau écussonné, avec ses landiers en fer forgé dressés en lampadaire, son attirail symétrique de vaisselle d'étain, et des lys de chasse vivifiaient de leur ton vert de grisé l'atmosphère mordorée de l'habitacle. 4 personnages étaient assis autour d'une table oblongue, le gentilhomme, sa femme, leurs 2 filles, tous en habits de cérémonie, et ils y prenaient un repas étrange. Ce repas n'était fourni que par une citrouille démesurée, placée au milieu de la table oblongue, dans laquelle ils plongeaient tour à tour leurs cuillères d'un geste d'automate. Aucun autre plat que cette citrouille. Ils la vidaient en silence comme un pot de confiture, sans en entamer la croûte vermillonnée et chastement voilée de dentelle. Et à chaque lambeau du sorbet, ils en crachaient la graine, qu'une nuée de rats se disputait entre leurs pieds immobiles. Sur le degré de l'âtre, où bouillonnait une marmite pleine d'eau pure, un chat, la queue ramenée sur les pattes en chancelière, les regardait, ces rats, sans les voir, et les écoutait sans les entendre, étant sourd et aveugle, vieux d'ailleurs comme Mathusalem, et plus épilé qu'un manchon piétiné par une farandole. À ce moment, l'hallucination hypnagogique se détermina en rêve pur, et tous mes sens étant débridés, je me vis assis, moi-même, sur l'escabeau de la cheminée, à côté d'une autre et 3e fille, effacée jusque-là dans l'ombre, et qui, avec une épingle à cheveux, remuait les cendres du foyer pour y chercher une pomme de terre. « Avez-vous faim ?» lui demandai-je. « Toujours, fit-elle, et depuis 16 ans. » C'était son âge. « Votre nom ?» Elle me montra les cendres. Tout à coup, une sonnerie de cor retentit au dehors, et des bois assombris au gaz violette, 3 aquenées blanches suivies d'un palefroid harnaché d'argent, parurent sur le seuil de la salle. Le père, la mère, les 2 filles en costume de cour, montèrent sur les chevaux, et, par la route droite comme une règle, amour des yeux, s'enfurent au bal chez le roi. La fille au nom de cendre les suivit longtemps du regard, et elle se prit à pleurer. Je n'ai rien vu d'aussi joli dans le laid, ni d'aussi laid dans le joli, que cette petite servante, mais ses larmes m'ouvrirent son cœur, et je compris qu'elle aimait le roi. Je versais à l'état de somnambulisme, et mes perceptions étaient extralucides. « Vous êtes savant, fit-elle. Ne ferez-vous rien pour moi ?»« Savant, non, souris-je, mais poète, et à ton service. Que désires-tu ?»« Aller au bal de la cour, et y arriver avant elle. »« Elle ? Qui ? » ?»« Ma méchante sœur et ma marâtre. » Qui m'expliquera pourquoi je lui posais l'absurde question suivante. « Cendrillon, as-tu les pieds roses ?» Je crois très fermement qu'il entre de la démence dans les rêves. Elle ne me répondit pas, mais, courant à la marmite, elle en renversa le couvercle et sauta dans l'eau bouillante. Je poussai un cri d'effroi, mais son visage, transfiguré par la souffrance, rayonnait comme celui des martyrs. Ah oui, elle l'aimait, le roi. Rapidement, je l'enlevai et l'assis sur l'escabelle.
Elle avait les pieds chaussés de cristal, et si petits en leur gaine adamantine, que l'impératrice de la Chine en serait morte de jalousie, je vous assure. 2 rosetés dans 2 verres de Venise. « À présent, tiens ta parole, poète !» me cria-t-elle avec une moue d'enfant gâté. Je tirai donc mon talisman. Il est à tout faire et ne me quitte pas. Puis, m'étant mis en communication, « Allô, allô ! N'oubliez pas que c'est un songe. Avec les omnipotents que vous savez, ou plutôt que vous ne savez pas, je m'approchai de la citrouille et lui jetai les rimes nécessaires à toute bonne incantation. La cucurbitacée se transforma en automobile. C'était encore une fois la vertigineuse, chef-d'œuvre de la mécanique française, et le dernier mot passé, présent et futur de la locomotive terrestre. « Tu vois, fis-je, petite Cendrillon, c'est ton carrosse. Tous les poètes, grands ou petits, morts ou vivants, te l'offrent par ma voix à cause de ton amour. La malle des Indes, que l'on appelle aujourd'hui l'Express-Orient, ne va que le train de tortue auprès de cet éclair à pneus. Tes sœurs et ta marâtre, fussent-elles déjà dans la cour du palais royal, tu seras au bal plus vite qu'elles. Hélas, danser avec lui sous mes guenilles. » Et elle étalait les oripeaux dont elle était fagotée. Mais voilà que, complices des poètes, tous les vieux meubles, bahuts, armoires, s'ouvrirent à la fois et jetèrent à ses pieds charmants et roses les pièces innombrables d'une garde-robe quinti-séculaire, où toutes les modes de nos mères, aïeules, bisaïeules, et bien au-delà, étaient représentées. La coquette n'en voulut que les dentelles. Toutes donc se détachèrent, malines, valenciennes, vénitiennes, qui sont de l'Alençon démarquées, anglaises que réclame Bruxelles, et les auvergnates de Velay, et les espagnoles aussi, qui, s'entrecousant d'elles-mêmes autour de la jeune fille, la vêtirent d'une robe arachnéenne, où son jeune corps de vierge transparaissait dans la plus chaste des nudités triomphantes. Pour moi, j'étais déjà à mon poste de chauffeur, le poing à la roue, comme le pilote là au gouvernail. En avant, Cendrillon, et au bal du roi. Impossible de me rappeler, dans le triste état d'éveil où je suis, pourquoi tous les rats, métamorphosés en cyclistes, couraient autour de nous, en avant, en arrière, dans le vent de la vertigineuse. Toujours est-il qu'il en était ainsi. Seul le vieux chat, sourd et aveugle, était demeuré auprès de la marmite. Il y philosophait, selon moi, sur le sens de l'aventure, mais sans s'en étonner le moins du monde, sachant fort bien que les dieux, s'ils peuvent ferrer les talons de Mercure d'ailerons avec lesquels il fend et traverse les 7 ciels de l'espace en moins de temps que je n'en mets à l'écrire, se jouent, à plus forte raison, des impossibilités de la vitesse et pour 2 bonnes rimes nous octroient les voitures fées. Elle a épousé le roi, elle est reine, et à présent elle nous méprise. Elle ne veut à la cour que des savants en us. Mais pas un d'eux n'a encore pu lui expliquer scientifiquement comment, en se trempant les pieds dans de l'eau bouillante, on peut avoir des pantoufles de verre, VE2RE. Aussi écrivent-elles 2 vers, VAIR, dans leur ignorance des choses de l'amour. 2 vers, VAIR, les pantoufles de Cendrillon. Ah, les imbéciles! Tel est mon rêve. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.